Le débat autour de la confiscation de l'élection présidentielle américaine n'a pas fini de rebondir. Pour preuve, les dernières révélations du célèbre magazine Time. Soyons clairs, il n'y a pas grand-chose d'honnête à attendre de ce titre de presse qui, dans le passé, a porté au nu et en couverture comme personnalité de l'année aussi bien Hitler que Staline ou Assa Traoré. Enfin, entendons-nous bien, ces trois-là ont été portés au nu par le Time, mais Dieu merci, tout habillé, faut pas pousser quand même. Revenons à Trump et au Time. Il est toujours instructif de lire ce que peuvent bien raconter nos adversaires et parfois on en apprend de belles. Le Time développe donc un article intitulé, ouvrez les guillemets, « L'histoire secrète de la campagne de l'ombre qui a sauvé l'élection 2020 », fermez les guillemets. Attention, pas de méprise, ce sont eux qui pensent avoir sauvé l'élection en mettant Biden sur le trône, pas moi. Le Time développe donc très calmement et très ingénument l'idée que seule une gigantesque coordination opaque des forces progressistes sous la table a permis l'éviction de l'ami Trump. C'est le Time qui le dit. On apprend ainsi que s'est formée, je cite, « une alliance informelle entre des militants de gauche et des titans du monde des affaires ». Le pacte a été officialisé dans une déclaration conjointe de la Chambre de commerce américaine et du principal syndicat des États-Unis, l'AFL. Il s'agit donc de l'union des forces du travail et des forces du capital. Marx ne doit rien y comprendre et doit se retourner dans sa tombe. Et ce pacte maléfique a reçu le soutien de tout un grenouillat d'associations progressistes peu recommandables, comme le planning familial et Greenpeace, par exemple. Vous voyez le genre. Ajoutez à ce mélange peu ragoûtant une poignée d'experts de la tech, 2-3 militants pour la pseudo-justice raciale, quelques grosses fortunes à la Soros, et vous aurez là une sacrée sous-soupe. Voilà qui est plus fort que du café, plus fort que du roquefort. Ceux qui mettent un point d'honneur à traquer le complotisme à temps et à contretemps avouent en toute bonne conscience qu'ils ont passé l'année 2020 à comploter pour inverser le vote de la présidentielle américaine qui aurait pu conduire à la réélection du candidat républicain. L'un des objectifs stratégiques de toute cette clique, peu recommandable, a en particulier été de renforcer le vote par correspondance à coup de financement, de changement de loi dans pas moins de 37 États. C'est plus qu'il n'en fallait pour faire la pluie et le beau temps dans le scrutin électoral. Un autre objectif stratégique était de faire pression sur les plateformes et réseaux sociaux pour qu'elles régulent la désinformation. Oh, le joli mot. Traduction, pour qu'elles censurent les contenus susceptibles de faire du tort au camp progressiste. Tous ces alliés diaboliques ont fait flèche de tout bois pour purement et simplement confisquer le scrutin. Tout cela est très grave, car le monde va en payer le prix fort pendant un moment. Les États-Unis, première démocratie du monde ? Comme la Corée du Nord, peut-être. Je vous souhaite une excellente soirée. Quoi de neuf côté Covid ? Nous pensions tout savoir, que les masques servent et ne servent à rien, que le confinement est utile et inutile, que le vaccin est fabuleux mais peut faire mourir, que le couvre-feu fait couver le feu de la révolte sous la cendre, que l'hydroxychloroquine, qui soigne bien, reste interdite, que nos dirigeants qui ne connaissent rien à la médecine savent tout sur la médecine, etc., etc., etc. Nous pensions donc tout savoir sur le Covid. Erreur fatale, c'était compté sans BFM TV, le média à la mode, et c'était compté sans sa journaliste fétiche, Apolline de Malherbe. Connaissez-vous la journaliste Apolline de Malherbe qui officie donc sur BFM TV ? Si vous ne la connaissez pas, c'est un péché dont il faudra vous confesser. Alors parlons-en. Si vous la suivez sur Twitter, elle a un pseudo qui décoiffe. Apolline, wake up! Debout, Apolline! Ça swing, c'est branchouille à souhait, c'est destiné à faire oublier ses origines un peu trop au 16e arrondissement. Eh bien,
L'autre jour, Apolline s'est réveillée et s'est fendue d'un tweet d'une poésie rare qui a fait palpiter mon petit cœur d'artichaut. Ouvrez les guillemets. Et pourquoi pas un confinement mondial? Ce serait la seule mesure vraiment efficace. Non, le monde entier sur pause. 3 semaines. Tous les dirigeants, pour une fois solidaires, on anticipe le temps de faire des réserves et tout est suspendu. L'humanité immobile. Imagine! Alors, comment dire? Dans un concours pour CE2, CE1 du type Imagine l'avenir avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, ça peut être mignon, ce genre de déclaration. Mais de la part d'une journaliste prétendue grande, sur un prétendu grand organe d'information, enfin BFM, n'exagérons rien, ce n'est pas non plus TV Liberté quand même, c'est carrément grotesque. Imaginons le joli monde d'Apolline. Les petits canards dodus reviendront se dandiner sur l'avenue de l'Opéra, dans le silence de Paris. Les dauphins reviendront nager dans la lagune de Venise. Et les licornes sauteront par-dessus les arcs-en-ciel. Une fois tous guéris du méchant virus après 3 semaines d'introspection chez soi, à essayer des recettes de cookies au quinoa, tous les citoyens du monde pourront sortir et se donner la main et former une immense chaîne de solidarité qui fera le tour de la planète. Comme ce sera beau, je vois ça d'ici, j'en ai les larmes aux yeux. Elle en a de l'imagination, Apolline. Apolline, je te veux chez moi pendant 3 semaines de confinement total, je te veux. Voilà ce qu'on peut se permettre quand on est une journaliste hors sol, payée chaque mois de jolies petites sommes pour raconter des sornettes. Pendant ce confinement mondial, après tout, la Terre peut bien s'arrêter de tourner puisque Mademoiselle de Malherbe continuera à être payée. Ce n'est évidemment pas la solidarité qui l'étouffe, Apolline, avec les restaurateurs, les hôteliers, les cafetiers, les viticulteurs, les agriculteurs, les professeurs de sport, de danse, de gym, les entrepreneurs du tourisme et de l'événementiel, les directeurs de salles de cinéma, responsables de stations de ski, gérants de théâtre, de musées, d'opéra, etc., etc., petits commerçants. Et je vais m'arrêter là pour ne pas allonger indéfiniment la liste de tous les pauvres malheureux qui n'ont pas la chance de partager le sort d'une journaliste de BFM et qui sont au bord de la faillite. Et après ça, on va aller s'étonner de ce que les journaleux n'ont pas la cote. Vous avez dit crise de confiance? Bien, ne pensons plus à Apolline de Malherbe et que désormais, on y soit qui Malherbe y pense. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà environ 2 mois que le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. Le Brexit est maintenant chose faite à la suite du vote de 2016 par lequel les Britanniques avaient décidé de quitter l'Union. Le processus a été long et laborieux. Pendant ce délai, que n'avons-nous pas entendu ? Tous les scénarios catastrophes ont été imaginés. Les europhiles nous ont expliqué à longueur de tribunes et d'interventions télévisées que l'avenir des Britanniques, pauvres inconscients, serait noir comme du charbon. Ils allaient très certainement dégringoler de leur piédestal, s'enfoncer dans la crise économique, plonger dans la récession, perdre leur statut de puissance, être frappés par la peste, le choléra et le typhus. L'on prévoyait même que la mer du Nord allait se venger en engloutissant d'un seul coup les îles britanniques. Dommage que cette vengeance n'ait pas eu lieu avant que Napoléon ne devienne empereur. Nous serions alors peut-être encore l'Empire français. Mais Boris Johnson a fini par l'emporter et a réussi, contre l'avis de tous, à sauver la liberté de son pays. Un sans faute politique au service des intérêts de sa gracieuse majesté et de ses sujets. Par où commencer ? Les vaccins, par exemple. Le gouvernement britannique a réussi à garantir ses livraisons de doses au nez et à la barbe de l'Union européenne. Boris a fait en sorte que l'entreprise AstraZeneca livre en priorité les Britanniques, ce qui n'a pas beaucoup plu à Bruxelles. Mais ce n'est pas tout. La société franco-autrichienne Valneva, une start-up nantaise qui a mis au point son propre vaccin contre le Covid, n'a pu obtenir aucun soutien de la France et de l'Union. Résultat, le Royaume-Uni, qui a financé les essais cliniques de l'entreprise, a tout raflé. Le vaccin sera produit sur son sol,
en priorité pour les Anglais, quand les Européens devront patienter jusqu'à 2022 peut-être pour être servis. Voilà un exemple d'une politique offensive, ferme, déterminée, soucieuse de défendre les intérêts de ses citoyens. Bon, cela dit entre nous, de vous à moi, mais que cela reste vraiment entre nous, ne pas avoir de vaccin est peut-être une excellente chose. Sur d'autres sujets, la catastrophe annoncée comme la guerre de Troie aura-t-elle lieu? Rien n'est moins sûr. Apparemment, l'effondrement redouté de l'industrie automobile ne se produira pas, car le secteur a habilement négocié l'absence de droits de douane et de quotas. Les avantages d'un marché commun sans les inconvénients. Pour les migrants, même topo, pas d'immigrés clandestins chez les British, et c'est la France qui doit se charger de faire la police. Quant à la finance, là aussi, pas de guerre nucléaire à l'horizon, le Royaume-Uni s'en sortira toujours. Il n'y a pas que l'Europe dans la vie. Les financiers anglais sont d'ailleurs très calmes, ils en ont vu d'autres et ne vont pas s'affoler pour si peu. En ce début d'année morose, le cas anglais vient nous réchauffer le cœur. Il prouve qu'avec de la volonté politique et de la fierté nationale, on peut aller très loin. Pour notre pays, le dernier mot revient d'ailleurs à Napoléon, qui avait d'ailleurs un certain don pour ne pas se laisser impressionner par les Britanniques. Sa célèbre formule était « Impossible n'est pas français ». Sur cette très belle conclusion, je vous souhaite une très bonne soirée. Le malheureux Covid des uns peut faire le bonheur des autres. La crise affecte tout le monde ou presque, mais permet d'explorer des voies nouvelles et de trouver des solutions inattendues pour sortir du marasme économique. C'est le cas d'une certaine Dot McCarthy, fermière britannique de son État. Malgré son nom, rien à voir avec la chasse aux sorcières des années 50. Elle, sa spécialité, ce sont les chèvres. À l'occasion du premier confinement, en avril 2020, elle a eu une drôle d'idée, dans tous les sens du terme. Plutôt que de se morfondre, elle a décidé de proposer à la location la bouille de ces sympathiques bestioles à cornes, histoire d'animer un peu toutes les visioconférences qui se tiennent un peu partout sur toute la planète. Avouez que l'idée est bonne. Nous avons tous expérimenté le cauchemar de la visioconférence. Tout le monde met en moyenne 14 minutes à se connecter pour une réunion qui va en durer 10. Il y a toujours un problème de connexion, de mot de passe, d'identifiant. On ne sait jamais si c'est Google Meet, Zoom, Jitsi, Click Meeting ou je ne sais quel compère de la bande qui va être utilisé. Une fois que c'est lancé, ça y est, que ça semble marcher, soit le son saute, soit l'image se brouille avec des webcams qui nous donnent un air d'irradié façon de Tchernobyl. Non, franchement, les visioconférences, ça n'est pas notre tasse de thé. Eh bien, avec l'initiative de la bonne Madame McCarthy, voilà que Zoom en deviendrait presque sympathique. Pour la modique somme de 5 livres, soit environ 6 €, vous verrez apparaître à l'écran une jolie chèvre de M. Seguin qui viendra mettre un peu d'animation dans tout ça. Le plus comique dans cette affaire, c'est que Mme McCarthy, au départ, a plutôt fait ça en mode canular. Elle a posté son annonce sur son site internet pour rigoler et est partie faire dodo. Le lendemain matin, quelle n'a pas été sa surprise en découvrant dans sa boîte mail près de 200 messages de personnes souhaitant s'offrir les bons et loyaux services de ces chevrettes. Messages provenant de toute la planète. Dans le showbiz, c'est ce qu'on appelle une success story. Devant le succès, le coût de la chèvre conférencière a commencé à grimper, puisque des organisations n'ont pas hésité à payer beaucoup plus de 5 livres pour être sûrs de pouvoir compter sur leur bébête fétiche, devenue soudain animatrice en chef des visioconférences. À ce jour, Mme McCarthy a déjà récolté la somme rondelette de 50 000 € avec ses chèvres numériques et peut ainsi envisager plus sereinement la rénovation de son exploitation. Il faudrait peut-être la prévenir que la surexposition aux écrans peut être dangereuse pour ces chevrettes, qui pourraient devenir folles et essayer d'encorner les écrans d'ordinateur. Remarquez, cela pourrait animer follement les visioconférences. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Ce qui est formidable avec les sondages, c'est qu'on peut leur faire dire absolument tout et leur contraire. Prenez l'éolien par exemple. Un sondage récent, réalisé par Harris Interactive, révèle que plus de 2/3 des Français restent favorables au déploiement de l'énergie éolienne. Bien, c'est sans appel. Le peuple veut de l'éolien. Eh oui, et non. Car un autre sondage, cette fois dû à l'IFOP, nous explique que plus de la moitié des Français ne veulent pas d'implantation d'éoliennes à proximité de chez eux. Même chez les militants d'Europe Écologie. En clair, l'éolien c'est bien, mais chez les autres, pas chez moi. C'est un peu comme l'accueil des migrants. France, terre d'accueil, c'est formidable, mais pas chez moi. Chez le voisin, il a de la place, ça tombe bien. Malgré l'enthousiasme affiché, il semblerait bien que le vent qui n'arrive pas à faire tourner les éoliennes commence quand même à tourner et les révélations fracassantes sur les scandales de l'éolien se multiplient avec des enquêtes documentées et des ouvrages implacables comme celui de notre ami Fabien Bouglet, La face noire de la transition écologique. Ça commence aussi à grincer, car des projets se multiplient sur des lieux emblématiques de notre patrimoine paysager national. Des lieux clairement identifiés, des destinations qui font rêver, vont se retrouver défigurés par ces moulins à vent venus d'un autre âge. Un projet sur la montagne Sainte-Victoire, si cher au peintre Cézanne, fait actuellement couler beaucoup d'encre. Même Stéphane Bern a dû monter au créneau pour demander le démantèlement du parc en construction. Aujourd'hui, ce sont les magnifiques littoraux de l'Atlantique qui sont menacés. Noirmoutier, l'île de Léron, l'île de Ré, la baie du Mont-Saint-Michel et tant d'autres encore. L'argument massu, si j'ose dire, c'est que c'est très écolo-rentable. Rentable ? Mais pour qui? Ça reste à voir. La mécanique infernale de ces projets éoliens est particulièrement bien huilée. La rentabilité de tels projets repose entièrement sur les subventions publiques qui remplissent grassement les poches de quelques multinationales. En échange, celles-ci, bonnes filles, reversent quelques menues compensations financières aux intercommunalités pour qu'elles acceptent les implantations sans rechigner. Ça sent légèrement son pot de vin, mais passons. À leur tour, les intercommunalités redistribuent ce qui a une légère odeur de pot de vin, ou plutôt de pot de vent, entre les élus locaux, et comme ça, tout le monde est content. Tout le monde, sauf les pauvres Français qui se retrouvent avec ces engins du diable devant leurs fenêtres ou à 2 pas de leur maison. Mais on ne va quand même pas leur demander leur avis aux gens. Faire des sondages suffit amplement et après ça, le lobby éolien fait exactement ce qu'il veut avec la bénédiction des autorités compétentes qui fêtent cela joyeusement autour d'un délicieux pot de vin. Je vous souhaite une excellente soirée.